Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Merci de votre fidélité. Et puis merci de la fidélité d'Éric Zemmour, du Figaro, petit par la taille mais grand par le talent. Vous allez bien? Vous êtes aimable aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est un jour avec. À côté de lui, Nadir Djenad de Beurre FM, le sémillant jeune homme, le gendre rêvé de toutes ces dames. Oui, c'est sa journée. Ça vous gêne, ça vous gêne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. De l'autre côté de la table, Claude Issiard, fondateur et directeur de Tropic FM, qui prend goût à la chose, qui nous revient une deuxième semaine, et qui revient d'Afrique aussi. Oui, je remets, du Burkina Faso, FESPACO, 40e voilà. anniversaire, Voilà. magnifique. C'est gentil, hein, à peine descendu de l'avion de venir nous rejoindre. C'est sympa. Parce Merci. qu'on vous aime, Jean-Marc. C'est gentil. J'aurais préféré que ce soit vos femmes qui m'aiment. Enfin, le dernier, mais non le moindre, Serge Romana, bonjour. Vous êtes président du comité du 23 mai 1998, rappel d'une marche célèbre à Paris, et puis vous êtes là pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe aux Antilles. Voilà. Alors, au sommaire de cette édition, bien sûr, d'abord et avant tout, la fin de la grève en Guadeloupe, le mouvement qui continue pour l'instant au moment où nous enregistrons en Martinique, et qui commence à La Réunion. Et si nous en avons le temps, au-delà de cette situation, nous essaierons d'aborder la décision du tribunal pénal international qui a lancé un mandat d'arrêt contre le président en exercice du Soudan, Omar el-Béchir. Et puis peut-être, si on en a le temps là encore, mais ça me paraît plus difficile, la tentative, enfin le coup d'État militaire en Guinée-Bissau, qui a coûté la vie à Bernardo Vieira, le président de cet État. Voilà, mais d'abord et avant tout, la fin de la grève en Guadeloupe. Après 44 jours de conflit, un accord a été trouvé. Les principales revendications du LKP ont été satisfaites. Reste maintenant à envisager les conséquences politiques et économiques, mais d'abord économiques, de ce très long conflit. Alors je me tourne vers vous, Nadir. Le tourisme, par exemple, qui est un secteur important en Guadeloupe, est-ce qu'il peut se remettre vite de ce long conflit? Alors, la Guadeloupe va connaître des mois très difficiles. Hein. C'est vrai que la crise aura des conséquences économiques. Le président des entreprises guadeloupéennes, du mouvement des entreprises guadeloupéennes, Willy Angel, pronostique une chute de 10% du PIB. Il prévoit qu'entre 8 000 et 12 000 emplois vont disparaître sur les 79 000 que compte l'île. Il prévoit une hausse du taux de chômage à 30%. De 10 à 16 000. Voilà, exactement. Même constat fait par Jean-François Roubaud, qui est président de la Confédération Générale des PME. Il estime qu'un quart des entreprises guadeloupéennes vont disparaître dans les prochaines semaines. La récolte de la canne à sucre, qui est la principale ressource agricole de l'île, prend du retard et pourrait être compromise. Il faut savoir qu'il y a 9000 personnes qui vivent de cette récolte, ouvriers qui vivent de cette récolte. Alors le tourisme, vous avez abordé le tourisme, c'est vrai qu'il représente une part importante du PIB. Selon les professionnels du secteur, ce sont près de 12 000 voyages qui ont été annulés. C'est une réputation aussi. Effectivement. Et en plus, cette crise a démarré alors que nous sommes, c'est la pleine saison aux Antilles, la saison touristique. Sur les 15 000 lits, en fait, il y a sur les 15 000 lits normalement occupés dans les hôtels, plus des 2 tiers étaient vides. De nombreux hôtels ont fermé. Voilà, de nombreux hôtels ont fermé, ainsi que le club Méditerranée. Donc voilà, c'est un petit panorama qui montre que n'est pas extrêmement réjouissant. Alors, le club Méditerranée, c'était un peu annoncé quand même. Claude Issiard, justement, je me tourne un peu vers vous. Sur l'île, il existe beaucoup de petites entreprises à la trésorerie très fragiles. On a parlé beaucoup des béquets, on y reviendra tout à l'heure, des grands groupes. Mais il y a une multitude de petites entreprises minuscules qui ont parfois 1, 2, 3 salariés. Leur trésorerie, aujourd'hui, elle est plus que fragile, elle est vide. Alors, comment peut-on tenir pendant les mois qui viennent pour pas, se retrouver devant un marché de dupes, quoi? On a eu 200 € dans les salaires, mais à côté, il y a un chômage galopant. Alors, Nadir a donné des chiffres très justes, donc je vais pas les rappeler sur la situation économique. Simplement, cette grève générale a prouvé une chose, en tout cas tous les acteurs en présence, c'est-à-dire l'État, les partenaires sociaux, mais également les entreprises, le MEDEF et autres, même s'ils n'ont pas signé donc ces derniers accords, ont tous reconnu finalement, de par cette signature-là, que cette grève générale était donc légitime. Donc maintenant, pour toutes ces petites entreprises, alors je vois Eric un petit peu tiqué, mais c'est vrai. Donc la grève, il y avait une injustice, il y avait une injustice, et donc il fallait la réparer. Cela veut dire
que l'État aujourd'hui, au regard, pour que justement le tissu économique et social ne soit pas un peu plus encore en déliquescence, puisque le peuple guadeloupéen est sorti dans la rue pour sauver justement l'économie de son pays. Qu'est-ce que peut faire l'État pour faire réduire les touristes? Attendez, mais je pense que l'État, de toute façon, c'est une question à la fois de sauvegarde du tissu donc économique et social, mais surtout la solidarité nationale. L'État se doit aujourd'hui d'assumer les erreurs des gouvernements successifs. Je sais que ça va faire bondir Eric, mais elle est là la réalité. Comment voulez-vous Est-ce qu'imaginez aujourd'hui les Guadeloupéens vont se dire, ok, il y a eu un accord, on a signé, tout va bien, les 200 euros. C'est d'ailleurs et tous les que autres parmi points. les grands hôtels, Non, les patrons des grands hôtels n'ont pas tous signé. Attendez, oui, non, mais certainement pas signé. On sait bien que le MEDEF, Willy Angèle, enfin bon, bref, on connaît les oppositions, c'est pas ça le problème. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, ça a été signé, on a vu les poignées de main, et les Domota et les autres, tout a l'air de rentrer un petit peu dans en tout cas d'être sur la bonne voie. Si aujourd'hui, on laisse des entreprises, les petites, les plus fragiles ou même les entreprises importantes, eh bien péricliter, que va-t-il se passer? Le peuple guadeloupéen est en droit de se dire, c'est peut-être ça le revers de manivelle, le coup de bâton que l'on n'attendait pas, et finalement la punition pour avoir été jusqu'au boutiste dans une grève légitime. C'est ça. Donc il faut éviter cet écueil. Il faut éviter cet écueil-là, et l'État doit donc prendre ses responsabilités, malheureusement ou heureusement. Et Eric, justement, on continue. On évoque beaucoup, mais je crois même qu'on va vers un moratoire sur les cotisations patronales aux Antilles. Vous pensez que c'est ça la solution? Je ne sais pas, je sais pas répondre à ce genre de questions. C'est trop technique et franchement c'est difficile. Un journaliste, ça sait répondre à toutes les questions, ça sait même les poser généralement. Non. Bah, on n'est pas. C'est vraiment ça, c'est de la technique. Je voudrais sortir général, un peu de la quoi. technique, Plus dire plusieurs choses. Oui. D'abord, je voulais vous raconter une anecdote. J'ai un téléspectateur facétieux qui nous regarde et qui vit aux Antilles, et qui, il y a à peu près 10 jours, m'avait envoyé un mail, il se surnommait lui-même Madame Irma, donc c'était assez drôle, me prophétisant que la grève s'arrêterait avant le 6 mars. Et me disait-il, c'est tout simple à comprendre, c'est que tous les chefs des syndicats, du collectif, je sais pas comment on l'appelle, dont Elie Domota, sont tous fonctionnaires, et l'État leur garantit, dans un conflit comme ça long, 45 jours de paiement de leur salaire. Donc, évidemment, ça s'arrêtera au bout de 45 jours. Or, nous nous sommes arrêtés... On vérifiera. Bah c'est tout vérifié. On s'est arrêté au bout de 44 jours. On a fait le calcul. 44 jours. Et d'ailleurs, Madame Irma me prophétise que la grève en Martinique s'arrêtera le 19 ou le 20 mars. Donc on verra. Et pas avant. Ah bah non, il faut 45 jours, ça a démarré plus tard. Bon, très bien. Donc ça, c'est d'ailleurs, je lisais dans le Figaro ce matin que l'État, dans un premier temps, refuse d'appliquer cette règle habituelle et de payer. Et Domota menace déjà évidemment de relancer un mouvement, puisque là, il aurait été eu, si j'ose dire, puisqu'il ne se serait pas fait payer. Donc c'est pour vous dire qu'il y a, si vous voulez, deux catégories de gens en Martinique. Il y a trois apparemment, puisque il y a je ne parle pas des grands propriétaires, etc., on en a déjà parlé la semaine dernière, mais il y a aussi les chefs du mouvement, qui sont tous fonctionnaires et qui sont tous protégés par l'État français. C'est une ancienne qu'on connaît, qu'on a déjà entendu ça, oui. C'est pas, il faut le dire quand même. Oui, dites-le. Non, mais là, c'était amusant, si vous voulez, pour les 45 jours, je trouvais ça amusant. Deuxièmement, je voudrais répondre à Claudie pour la légitimité. C'est pas parce que on signe un accord, c'est un rapport de force, un accord, vous êtes d'accord, c'est qu'on reconnaît la légitimité d'une grève. Simplement, on accepte le rapport de force. C'est pas la même chose. Moi, d'ailleurs, je suis pas un patron martiniquais ou guadeloupéen, et depuis un mois, on a travaillé un peu tous là-dessus, même des gens comme moi qui n'y connaissaient rien, et du coup, effectivement, on voit bien le scandale, la vie chère, les 40%, on va pas refaire tout ça. Manifestement, il y a des gros problèmes qui sont objectifs. Voilà, il y a des voilà, exactement. Il y a des choses qui ne se discutent même pas. Moi, j'ai l'impression, je suis pas un spécialiste, et je me prétends pas du tout un spécialiste. Au moins, cette grève aura permis qu'Éric Zemmour se rende compte de ça. Mais moi, je reconnais, et au-delà de lui, peut-être d'autres gens. C'est vrai, on l'a déjà dit ici. On est en métropole et on s'occupe rarement à part pour aller en vacances. Voilà. Mais moi, vous savez, je suis un nostalgique de l'Empire, donc je dis la métropole. Oui, je comprends bien. Allez, on essaie de terminer, Eric, de façon à ce que Serge Ormana puisse s'exprimer. Ah bah alors, excusez-moi, je vais très vite. Pardonnez-moi. Deuxième, je voudrais un point sur Claudie. Il parle de peuple guadeloupéen. Il n'y a pas de peuple guadeloupéen. Il y a les Guadeloupéens. Et moi, il y a un peuple français, c'est tout. Dont les Guadeloupéens font partie. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je veux dire. Bien sûr, évidemment. Ah bah oui, on peut pas dire c'est la République, on peut pas dire c'est l'État qui doit payer. Vous savez que sur ce point-là, moi pour moi la France est une et indivisible. Maintenant, moi ce qui me peine, et j'en ai fini, et je vous laisse la parole. J'étais plus sur l'identité, j'étais plus sur quelque chose de beaucoup plus, peut-être un peu plus abstrait. Ce qui me peine dans cette histoire, c'est que c'est toujours la même chose, ça se finit toujours par
l'État qui paye et qui met des rustines là, qui met des rustines ici. Ça se finit toujours comme ça, dans une espèce c'est un défaut français d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que la Guadeloupe, hein. C'est toujours la même chose. Et moi, ça me désole parce que ça ne règle rien. Alors, Serge Romanat, question. Je vais vous poser une question à front renversé, si j'ose dire. Une question à laquelle vous n'aurez peut-être pas pensé. Comment on fait revenir les investisseurs maintenant en Guadeloupe? Ou comment on les empêche de partir, pour ceux qui y sont déjà? Je sais pas, mais je suis pas sûr que pour le moment ça soit... évidemment, il faut bien manger, donc la façon dont M. Zemmour voit les choses, elle est tout à fait pertinente. Si ce mouvement aboutit à ce qu'on a plus de transferts d'État, je veux dire, il va se reposer dans 10 ans, dans 20 ans, etc. etc. D'accord. Donc, mais je ne suis pas sûr que le mouvement qui s'est déroulé en Guadeloupe, que ce soit ça, qu'on puisse le résumer comme ça. Parce que si on le résume comme ça, on aura une vue très très lointaine en fait du fond de ce mouvement. Je crois que la première chose, comme moi j'en tire à peu près trois grands enseignements. Le premier, c'est que il a fallu ce mouvement pour qu'on puisse voir la face cachée de la carte postale. C'est un peu ce que disait Éric Zemmour il y a une seconde. Mais ça, c'est pas... Je veux dire que c'est quand même embêtant. Parce que cette carte postale, elle est là depuis très très longtemps. Et s'il faut des mouvements aussi difficiles, dont les conséquences économiques sont terribles, et vont être terribles, pour qu'on puisse voir cette réalité dysfonctionnante, il y a un vrai problème. Ça, c'est qu'on voulait pas voir avant aussi. On voulait pas voir. Vous savez, il y a quand même des éléments dans l'histoire de la Guadeloupe, si on prend l'histoire de la Guadeloupe, qui sont quand même assez étonnants. Vous savez, il y a eu une transition, on va dire, économique à la fin des années 60, 50, où il a fallu basculer de l'économie traditionnelle, on va dire coloniale, à une économie qui est restée de type colonial, quant au fond, sauf la production. Vous savez, la colonie se définit par on produit pour la métropole, on achète que ceux qui viennent de la métropole, et ça se fait par le monopole du pavillon. On a retiré la production en direction de la métropole, on a gardé, on ne consomme que ceux qui viennent de la métropole, et on a conservé le monopole du pavillon. Absolument. Mais comme... Pardonnez-moi, en plus, dans les années 80, on les a immergés dans l'Europe qui nous avait immergés dans la mondialisation. Donc on est... Alors vraiment, je continue, on est donc dans des dysfonctionnements considérables, avec dans les années 60 une migration énorme, puisque c'est la migration des Antillais en France, c'est comme s'il y avait 20 à 30 millions de Français hexagonaux qui vont autre part. C'est considérable, et avec une répression massive en 67, on dit 80 morts. Donc ce que je veux dire, c'est que si les gouvernants savaient, le peuple français ne savait pas. Et ce mouvement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a ému aussi le peuple français. Et en ce sens, il est intéressant ce mouvement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est c'est la société civile guadeloupéenne qui était dehors. Et ça, c'est important. Et pourquoi ça s'est fait? Ça s'est fait parce qu'il y a eu une vraie leçon de choses qui a été faite en Guadeloupe, puisque les négociations au départ se sont passées devant la télévision. Tout le monde a vu des dysfonctionnements. Les élus ont été disqualifiés là-dedans. Le préfet a été disqualifié, le ministre a été plus ou moins disqualifié, et de ce fait, il y a eu une sorte de mise en scène qui s'est faite où vous aviez les descendants d'esclaves en face de l'administration française où la grande majorité était des Français hexagonaux, et donc ça a été revisité. Vous dites Français hexagonaux, on va employer le mot blanc. Oui, pour que tout le monde comprenne de quoi vous parlez. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Ça aurait pu être un noir venu voilà, c'est ça qu'il veut dire. Mais c'est important de tout préciser. Il n'y a pas de tabou ici. Et donc, en voyant ça, je vais vous dire pourquoi j'emploie pas après. Ah non, mais c'est votre droit. Je veux dire, il n'y a pas de tabou autour de cette table. Mais c'est pas un tabou pour moi, c'est un choix. C'est différent. Donc, donc on a revisité l'histoire. On a revisité l'histoire, et dans un pays où les questions identitaires sont très fortes, et où le ressentiment n'a jamais été traité, et où vous avez un groupe humain qui a une histoire particulière. Ça revient comme un boomerang, quoi. Ça revient comme un boomerang. Et donc, pour rebondir un peu sur ce que M. Zemmour a dit, oui, il y a la République et le citoyen, mais cette République, elle peut avoir une identité plurielle. Et donc ça c'est différent. C'est-à-dire en termes, lorsqu'on parle de peuple guadeloupéen, c'est une identité plurielle particulière. Elle a été construite de façon tout à fait différente des autres identités et à des moments différents. Et donc ceci a cristallisé mouvement social, mouvement identitaire, et vous avez eu ce mouvement avec les mots d'ordre que l'on connaît. Là c'est le deuxième enseignement. Ce qui est peut-être prometteur pour pouvoir construire un projet. Et la question qui va être posée, c'est avec la République ou sans la République, mais on y viendra tout à l'heure. Le troisième enseignement, et j'en ai fini, me semble intéressant, c'est qu'en fait, voyez-vous, il y a quelque chose qui s'est passé qui, auparavant, ne se serait jamais passé comme ça.
c'est certainement le premier grand mouvement social en Guadeloupe qui ne s'est pas traduit par des affrontements meurtriers entre les manifestants avec les forces de police. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire en fait qu'il y a eu une maîtrise des deux côtés et une maturation probablement un esprit de responsabilité des dans les deux côtés. camps. Vous avez eu le LKP qui a été capable de contrôler en fait un mouvement social d'une très grande importance. Quand je dis contrôler, c'est-à-dire lorsque vous mettez 30 000, 40 000, 50 000 personnes dans la rue avec le ressentiment que je connais. Parce que vous ne vous imaginez pas le ressentiment qu'il y a, qui n'a pas été traité. C'est l'échec, fondamentalement, là, de toutes les démarches mémorielles qui ont été faites en France sur cette question. Loi Taubira compris, etc. Ce ressentiment n'a pas été traité. Lorsque vous avez ça, c'est une bombe. Lorsque vous avez des jeunes, 50% de jeunes en chômage, dans des quartiers, près de 50% de monoparentalité, c'est-à-dire aucune autorité. Tout était là pour que ça explose. C'est une bombe sociale. Et pourtant, vous avez eu quand même, évidemment, on déplore la mort de Jacques Binot. Mais ce n'est pas un affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et donc ça, pour moi, ça veut dire qu'au niveau non seulement du LKP, c'est important, mais deuxièmement, au niveau du gouvernement, c'est extrêmement important. Parce que le gouvernement aurait pu, lors des barrages, faire ce qu'il avait fait depuis souvent, en 85 par exemple. Il y avait un mouvement de ce type, c'est-à-dire charger sur les barrages. Ça n'a pas été fait. Et ceci est extrêmement important. Je pourrais dire quelque chose, Jean-Marc. Ensuite, je voudrais dire que c'est très intéressant ce que me dit M. Romana, parce que c'est un hommage qu'il rend au gouvernement et à la République française. Aux deux. Mais aussi et attendez, au j'ai pas fini. Aux Je sais bien, mais je fais exprès de dire ça, vous allez comprendre pourquoi. Je dis ça parce que ça dément les déclarations précédentes de Domota, qui disait que les flics étaient venus casser du nègre en Guadeloupe. Donc Non, ça dément pas. Mais si ça les dément. Non, c'est vraiment. Vous savez, la semaine dernière, je pense que j'en ai parlé. J'ai parlé d'Alex Lolia. Lorsqu'Alex Lolia dit ça, donc ça dément. il n'invente pas. Non, c'est pas mais vrai. peut-être qu'il y en a un abruti qui a dit ça. Mais en tout cas, ils l'ont pas fait. Ouais, mais c'est lorsque l'État français envoie aussi, c'est aussi cette lecture-là qu'il faut avoir du problème. Lorsque envoie des gardes mobiles et que tous donc viennent de l'Hexagone et que tous sont blancs, c'est un mauvais message à envoyer. Mais c'est vrai. Mais c'est la même chose. On l'a vu. Mais n'empêche qu'il n'y a pas eu. S'il vous plaît, là, j'aimerais bien que chacun reste finir. On va laisser Éric Zemmour terminer. Ensuite, je donnerai la parole à Nadir et enfin à Claude Issiard. Monsieur Romana a raison. Le LKP a maîtrisé le mouvement, mais il n'a pas lésiné sur les pressions violentes à l'égard de ceux qui ne voulaient pas faire grève. Vous allez me dire, les piquets de grève de la CGT font la même chose. Je suis d'accord avec vous. Pas seulement, je vais vous dire. Ah bon? Non, je vais encore ajouter. Je suis d'accord. Je veux dire que la Deuxième République française s'est instaurée grâce à Louis Blanc, le Druy-Rollin, Raspail, Flocon, etc. Pas dans le calme absolu. Vous avez tout à fait raison, mais c'était une situation révolutionnaire contre un pouvoir monarchique non Vous ne démocratique. pensez pas que la situation en Guadeloupe... Non, la République française est un régime démocratique. La discussion est passionnante, Claudie. Oui. Sont dans une... Et troisièmement, pour l'esclavage. On va laisser Éric Zemmour terminer. Non, c'est pas Si une vous voulez que le révolution. Dans ce cas-là, s'il vous plaît. c'est un putsch. C'est pas une révolution. Ou alors c'est une révolution contre un pouvoir démocratique, il faut le dire. Moi, rien ne me gêne. Mais il faut dire ça. On va en discuter. Bon, d'accord. On va laisser Éric Zemmour Troisièmement, terminer. pour l'esclavage. Moi, je suis le premier, et Jean-Marc me taquine, Nadine aussi là-dessus. Je suis absolument obsédé par l'histoire, donc je parle tout le temps, je fais toujours référence au passé, donc je sais, et je suis d'accord avec vous, le passé nous innerve, nous prend, et je suis 100 parfois fois... nous ligote même. Mais absolument, et ça nous obsède. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc c'est pas moi qui vais vous dire, l'esclavage, ça n'a jamais existé, on s'en fout, etc. Bon. En revanche, on ne peut pas passer son temps, ça fait quand même la République française a aboli 2 fois l'esclavage, 94 et 1848. Je rappelle d'ailleurs que Napoléon l'avait lui-même, si vous vous souvenez bien, à son retour des 100 jours, aboli, comprenant la bêtise qu'il avait faite en 1802. Enfin, bref, peu importe. C'est pour vous dire que ça fait beaucoup de temps, qu'il y a des générations et des générations de gens qui ont vécu non esclaves. Je veux bien qu'on ait la mémoire, pour être précis. mais on ne peut pas sans cesse faire une espèce, entre guillemets, de chantage à la mémoire. Il y a d'autres histoires. Vous savez, les Noirs ont été esclaves, certes, mais il n'y a pas que les Noirs qui étaient esclaves.
Le mot esclave vient de slave. Slave, oui. Les blancs étaient pris par les barbaresques. Est-ce que je peux vous On répondre a- sur cette question, monsieur Non mais Zemmour? voyez ce que je vais dire. Attendez, Je finis simplement. Je vais vous donner la parole. Au vous inquiétez Québec, Mais je comprends ceux qui ça. sont envoyés, c'est tous des filles de mauvaise vie, comme on disait au XVIIIe siècle. C'est des... Vous êtes hors sujet. pas. C'est même Manon Non. Lescaut. Ouais, on est en Manon dehors de Lescaut. l'histoire. Il y Non, a une oui, œuvre Manon qui s'appelle Lescaut, Manon Lescaut qui absolument. parle de Oui, mais ça. c'est- on est en Éric dehors de Zemmour, l'histoire. est-ce Vous que croyez je qu'ils peux- étaient Il n'y a pas aimables de déshumanisation, non, ça n'a rien à voir. Bah, attendez. Et les Claudie, forçats Claudie. britanniques en On Australie. n'a jamais et fourré les- des tissons rougis dans l'anus d'êtres humains, de femmes Et et vous croyez d'hommes. qu'elles étaient bien On n'a traitées jamais. Mais c'était bien pire ce qu'on a fait attendez, subir Claudie, au peuple d'Afrique Claudie, déporté. je voudrais savoir si comparez Éric pas. Zemmour a Je suis fait d'accord sa sur les démonstration très longue. J'aime la façon dont Éric échafaude les choses parce qu'il est brillant, c'est un homme intelligent. Mais Comme là, tu il se brilles, trompe, il fait Éric, fausse comme tu route. brilles. Il fait fausse route, il y va à fond. Claudie, il y a une erreur Alors, que on monsieur va Zemmour fait. on va donner la parole à Serge Romanin, ensuite à Nadir Djenad. Ouais. Il y a une erreur que vous faites sur cette question. Voyez-vous, lorsque un phénomène est récurrent et revient, on ne peut pas simplement dire c'est juste une idée. C'est-à-dire Ben, lorsque la question de l'esclavage, par exemple, entre autres, revient de façon comme ça, de façon récurrente, on peut dire ce que vous dites. On ne doit pas vivre, etc. Et le simple fait qu'elle revient montre que la démonstration est fausse. Je m'explique. Oui, je crois Bien- qu'on allez-y, bien- allez-y, bien allez-y, sûr. je vous en prie. Et je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi vous vous trompez. Parce qu'il existe en fait une particularité à l'esclavage colonial. C'est que le groupe d'hommes et de femmes que nous sommes, les Antillais, c'est notre création. Avant l'esclavage, il n'existait pas d'Antillais. Bien sûr. Ce qui veut Bah, si, les dire... blancs. Oui, mais enfin, je veux dire... Je vous taquine. D'accord. Bien sûr. Non, mais moi, je m'adresse... Nos je- peuples je- sont je- nés dans les fers de l'esclavage. Je ne m'adresse pas aux polémiqueurs. Non, Nous sommes d'accord. Hein. Je vous taquine, vous avez compris. Absolument. Parce que les blancs ont été emmenés là-bas, Absolument. vous savez bien, les Je connais, contrats, je etc. connais Vous absolument connaissez les 3 l'histoire, mois, voilà, mieux que les moi, 3 ans, etc. Voilà. Mais vous avez un groupe d'hommes et de femmes qui a été construit là-dedans. J'ai compris. D'accord? Et ça, c'est radicalement différent de toute autre chose. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il porte en lui cette naissance. Non seulement pas dans la mémoire, dans le fonctionnement. Chaque fois que je prends cet exemple pour tout le monde, c'est les familles antillaises. Je le dis chaque fois. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la rupture d'affiliation. Ça, vous avez raison. Il y a- La disparition du père. Il y a, par exemple. Vous avez raison. D'accord? Il y a Ça, pas je que suis d'accord avec vous. Il y a aussi, si vous Même aux voulez, États-Unis d'ailleurs. mais dans toutes les sociétés. Ça, je suis d'accord. Serge Romanin a terminé. Ça, je suis d'accord avec vous. D'accord. Dans Allez, toutes les on sociétés, il y a s'écoute, ça. Et je on fais. s'écoute. Mais absolument, c'est parce que je pense qu'on est vraiment au cœur Je du suis problème. d'accord avec Sinon, on vous va pas là-dessus. comprendre. Il y a ça. Il y a un trouble de l'estime de soi qui est considérable. D'accord aussi. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Tout ça. Et si par rapport, il y a autre chose, la division, les échelles de couleurs, tout ça, c'est dans du fonctionnement anthropologique Bien sûr. que l'on retrouve, etc., etc. Bien sûr. Et donc, la question, en fait, et donc ça revient lorsque c'est pas réglé. Et ce qui n'est pas réglé, c'est la chose suivante. Et pour nous, c'est important. Et c'est tout le combat du comité Marche du 23 mai. La question, c'est que comment la République a traité cette question? Elle a décidé de dire que nous sommes tous nés en 1848. Donc on oublie. Mais elle n'a pas compris que par rapport à un crime contre l'humanité, il fallait une réparation symbolique. Voyez-vous, lorsque Chirac, en 95, a reconnu le rôle de l'État français dans la Shoah, il reconnaissait en fait que des Juifs de France, leurs parents avaient été victimes de la Shoah. Et lorsque vous reconnaissez les victimes, vous reconnaissez les individus. Lorsque le gouvernement français ne comprend pas fondamentalement que par rapport à l'esclavage, il faut avant tout reconnaître la mémoire des victimes de l'esclavage, il ne permet pas à des Antillais, descendants d'esclaves, d'être fiers d'avoir de faire une affiliation forte à leurs aïeux, et quelque part, il ne les insère pas au sein de la République. Il ne les accueille pas. Je peux vous dire quelque Éric, chose. Éric, J'en ai vraiment on va pour une laisser- minute parce que oui. je peux répondre. Oui, mais vite, très vite, Très c'est pas un vite. dialogue parce que Très vite, parce que Nadir c'est Djenad et Claude intéressant, Serre parce veulent la que parole. Vite, ça touche quelque Allez, chose de très allez. précis. Oui, non, mais il y a un vrai débat. J'étais hostile, et je l'ai écrit à l'époque. Hein. Alors, j'ai fait des papiers là-dessus en 95, et je l'ai écrit dans des livres. Je suis hostile à ce qu'a fait Jacques Chirac. Et je À propos pense, du Veldiv à et à propos du propos- Veldiv et à propos de la reconnaissance de l'État français, je pense que l'État français n'est pas responsable, que nous étions un pays occupé et que la République n'est pas responsable. Et sinon, ça veut dire que le général de Gaulle est un général factieux. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que vous avez tout à fait raison. J'ai écrit à l'époque, et donc je suis assez content, je pense qu'il a ouvert là la boîte de Pandore de la concurrence victimaire et qu'on ne construit pas
un État sur la concurrence victimaire de ces communautés. C'est un peu ce que dit Pascal Bruckner. Alors, Nadir Djenad et puis ensuite Claude-Icia. Que ce ne soit pas un dialogue, même si c'est passionnant. Alors, Nadir Djenad. C'est très intéressant ce que vient de dire Serge Romana, mais moi j'aimerais juste revenir sur les conséquences en fait politiques de la crise et notamment la situation des élus locaux. Vous devancez ma question déjà. Les élus politiques. On n'a pas besoin de lui en fait. Eric, en fait, je suis content. Les hommes indispensables emplissent les cimetières, disait Clémenceau, c'est valable pour vous aussi. Parce que je lisais une interview récente de Jeannie Marc, qui est députée socialiste de Guadeloupe. Elle reconnaissait, elle avouait, elle disait que les élus locaux n'ont pas été suffisamment à l'écoute des problèmes et des souffrances qui remontaient de la population. Donc, à mon avis, après cette crise, ces élus doivent en tirer toutes les conséquences. Et ce que j'ai constaté à travers cette crise, c'est qu'il y avait vraiment une crise de déni de confiance qui a traversé toute la société guadeloupéenne. Crise, déni de l'État, déni des élus, mais aussi du patronat. Et ce qui explique en partie, peut-être, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais c'est ce qui explique le succès du LKP. Parce que le LKP, on avait vraiment le sentiment que les Guadeloupéens voulaient une nouvelle offre politique et ils étaient déçus de ce qui était présent, ce qui leur était servi à ce moment-là. Dernière chose, maintenant, je m'interroge aussi sur l'avenir du LKP. Va-t-il rester, par exemple, un syndicat ou va-t-il plus aborder le champ politique? Parce qu'il y avait des revendications. C'est un collectif. Il y avait des revendications sociales, mais il y avait aussi des revendications identitaires et politiques. Et donc, comment va-t-il aborder ces questions à l'avenir? Alors, Claude-Icia, un petit mot, puis après je vais vous poser à vous une question aussi. Deux choses justement pour répondre à Eric tout à l'heure en parlant justement, puisque Nadir a parlé d'Elie Domota, juste dire que je ne peux pas croire qu'Elie Domota ait sciemment voulu arrêter le mouvement parce qu'il ne serait pas payé après lui et les autres. Alors, non mais je peux pas imaginer ça. Ça tombe bien, je pensais qu'Eric vous ça tombe bien parce que, excusez-moi, mais je vais vous redonner la parole. Mais moi j'ai envie de poser une question qui va tout à fait dans le même sens. Ce qu'on vient de signer là, ce que l'État a signé, ce que les patrons ont signé, ce qu'Elie Domota et le LKP ont signé, c'est bien ce qui avait été négocié avec Yves Gégaud. Pourquoi on a perdu 15 jours? Ça, il faut le demander Bonne à question. À François Et- Fillon. à Pas Yves Gégaud. Pas Yves Gégaud. Non, On va laisser pas Yves Gégaud. Claude-Icia répondre. On va laisser Claude-Icia. Parce que je peux pas moi-même demander, François s'il vous Moi, plaît. vous savez, On va demander à Je ne Claude-Icia. vais pas relater ici les conversations que j'estime privées entre Bien sûr. le ministre et moi dans mon bureau à Tropic FM, mais j'ai eu en face de moi quelqu'un qui, avec beaucoup d'humilité, a dit qu'il avait réellement compris ce qu'était la société guadeloupéenne, ce qu'étaient les sociétés en étant sur place. Qu'au départ, lorsqu'il a dit j'y vais, je vais régler le problème, je m'installe, il l'a fait en pensant que, et finalement il a compris véritablement le problème, et il a tenté de répondre aux interrogations, il a rendu compte au gouvernement, et finalement, voilà. Donc oui, on a perdu du temps, mais là on est parlé de déni, alors Nadir parlait de déni, oui, de toute façon, on a parlé de mépris la semaine dernière, on en parle depuis un petit bout de temps, oui, il y a du mépris dans tout ça, oui, on pensait que, alors que lui finalement avait compris. Gégaud, il avait commencé à comprendre ce qui se passait. Mais il a Ça fallu fait qu'il plusieurs commentateurs, j'en écoutais sur d'autres radios ce matin, qui défendent Yves Gégaud. Il va se trouver c'est des pas le amis qui défendre, n'imaginaient ouais, pas mais c'est pas le cet défendre, homme-là. mais Non mais Il a été il a été très honnête. Nadir Djenad, un mot. Juste avant un mot, Serge il a été Romana. très honnête parce qu'il s'est interrogé sur l'utilité du secrétariat d'État à l'outre-mer. Voilà. Alors, Serge, Nous, sur Tropic FM, on le fait depuis, ça fait 1 an que on a une rubrique qui s'appelle Point de repère, et on avait posé la question à la fois sur le passeport, je vais pas vous refaire le truc du passeport biométrique, mais sur le ministère de l'Outre-mer. alors on sur explique les parce que les inégalités. téléspectateurs, c'est pas sur le passeport biométrique, on ne trouve pas trace géographique de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion Si, et de alors c'est-à-dire Guyane. qu'on vous montre sur chaque page. Non, parce que les gens ne savent pas ce Alors, que... sur chaque page, il y a la carte de la France et de la Corse. de la Exit France la Guadeloupe, la hexagonale. Martinique, la France hexagonale, Voilà. exit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Et puis après, vous trouvez à partir de la page 10, par ordre alphabétique en sous-impression, vous trouvez toutes les régions françaises par ordre alphabétique. Arrivé à la page 16, vous retrouvez la Corse. Mais à la lettre G, il n'y a ni la Guadeloupe ni la Guyane. À la lettre M, il n'y a pas la Martinique. À la lettre R, il n'y a pas la Réunion. Il faut se référer à la dernière page Vous savez, mon pour cher trouver Claudie, toutes ces régions et départements français. Alors, ça me fait penser bon, à on va- ce qu'expliquait- bon, voilà, 2 minutes. voilà. Vous expliquez Vite, très parce que- bien, parce que c'est vraiment intéressant. C'est anecdotique. Non, mais c'est pas. Ne croyez pas ce que. Je sais ce que vous croyez, Ouais. et je pense que vous Mais je pense avez que c'est une tort. mal. Mais pourquoi? Non, je vais vous dire. Je pense que c'est très profond ce qu'expliquait Brodel dans son Identité de la Fernand France. Brodel, hein, C'est historien. oui, Fernand oui, Brodel. oui, c'est Ce qui, pour le que la France téléspectateur, est un pays à la fois continental et maritime, et que dans son histoire, il n'a jamais, la France, elle n'a jamais assumé
son aspect, son côté maritime est mondialisé. Et Alors, que seul. Non, mais c'est intéressant parce que je peux vous dire, en fait, profondément, on va c'est quand terrible. même. Mon réalisateur, qui est un garçon cultivé, me disait, mais vous direz à Claude Issière que l'île de Ré non plus ne figure pas. Alors l'île de Ré. Il est drôle, oui, mais l'île de Ré est rattachée sûr. à la. Voilà. On va mettre un pont Alors, entre. On ne verra ni Marie-Galon. Serge Romana. Oui, Serge Romana. mais ah oui, merci Serge. L'île de Ré n'est pas un département ni une région. Absolument. Serge Il y Romana. a un peuple rélien. Oui. Ah, attention, on va avoir des ennuis. On s'arrête là tout de suite. On laisse la parole à Serge Non, Romana. s'il vous plaît, là, bon. Et après, je On parlait d'Yves Gégaud et on parlait des élus. On peut parler aussi du président de la République. Parce qu'il a fait une proposition en disant, dans sa déclaration, je constate, je le dis, il existe une situation intolérable, etc. On va ouvrir les états généraux, etc., etc., etc. Moi, et puis les élus, voilà, qui n'ont pas été capables. Moi, qu'est-ce que je déduis de ça? Je déduis tout d'abord pour les élus, c'est vrai, la grande difficulté des élus, c'est que souvent, ils sont traités par les habitants des villes comme de grands assistants sociaux. Absolument. D'accord? Absolument, c'est exactement. Deuxièmement, ils n'ont pas la théorie pour comprendre ce que c'est que ce peuple. Pourtant, ils ont sont issus pour Mais la oui, plupart. mais faites simplement, allez lire, regardez les études et les descriptions anthropologiques qu'il y a sur C'est les très sociétés. dur, comme constat que vous dites. Mais c'est pas la faute des élus. Parce qu'ils sont élus quand même. Mais ce n'est pas la faute Les des pesanteurs élus. des partis. C'est pas la faute des élus. C'est peut-être aussi la l'État. faute des intellectuels antillais. Je veux dire, par exemple, très concrètement, qui connaît et qui enseigne, encore une fois, je prends cet exemple parce qu'il est plus démonstratif, la matrifocalité antillaise. La quoi? La La matrifocalité matrifocalité. antillaise. En 2 mots, expliquez ce que c'est. En 2 mots. Ben, c'est simplement les familles antillaises sortant de l'esclavage, justement, sont organisées autour des mers. Ah, D'accord, bien. pardon. Ok, bien. Une sorte de matriarcat, quoi. C'est Par pas la ma- disparition c'est des pas pères. tout à fait Oui, mais ça. c'est pas un matriarcat, c'est une matrifocalité, c'est-à-dire que vous avez, en fait, des Plusieurs hommes mères sont qui là. élèvent tous les enfants de tout le monde. Non, des mères avec des fois des enfants de pères différents. C'est un système qu'on retrouve dans toutes les sociétés issues de l'esclavage. D'accord. On parle encore des choses. Je suis vous voyez, issu d'une bien, famille matrifocale. Mais d'ailleurs, Bien. pour que certains reconstituent en France, alors. Maintenant, ce Extraordinaire. sont des Ce familles que vous dites là, c'est monoparentales. incroyable. Alors, il y a, enfin, Non, mais elles ont des pères différents. c'est doit être des absolument. enfants de- On va. Pardonnez-moi, il je faut- réagis vivement parce que mais ça me- absolument, m'intéresse. Il faudrait une émission là-dessus. Mais je veux dire, C'est il pas- y a par C'est exemple, une idée qui va pas il n'y rester a inoccupée il n'y a jamais eu de politique familiale, et je le dis de façon tout à fait Tout à solennelle. fait raison. Il n'y a jamais eu de politique familiale basée sur la connaissance de ce type de famille. Mais même on l'a aggravé. Mais bien Parce sûr. qu'on donne des allocations familiales au nombre d'enfants, Ceci etc. Je comprends ceci mieux maintenant, pose des évidemment. problèmes. Et lorsque vous avez aujourd'hui, dans les quartiers populaires, 30, 40, 50% de jeunes qui ne peuvent pas survenir à leur famille, dans ce système-là, Bien sûr. vous aggravez la monoparentalité et la matrifocalité. Évidemment. Et les problèmes, d'accord? On trouve ça, alors, premièrement. Deuxièmement, il y a une question, à mon avis, qui devrait nous faire réfléchir. Lorsque M. Gégaud, effectivement, je l'ai trouvé aussi très... enfin, bref, Modeste. Très modeste. Mme Girardin l'avait dit, c'est une école de l'humilité. Les dômes. Outre-mer, hein, les Absolument, dômes. elle avait dit ça. Mais on peut se poser la question, comment des personnes qui, quand au fond, ne connaissent pas les dômes et qui l'avouent, là, peuvent diriger un secrétariat ou Mais diriger ces c'est pays? la règle de la politique. Non, nous sommes d'accord, mais Non, mais c'est le vieux truc. nous sommes- Pourquoi pas d'avocat, ministre de la Justice? non, mais Vous voyez, comme Rachida ça, la Dati a politique doit été. être un Rachida généraliste. Dati. Non, mais parlons pas. Rachida Dati Vous était connaissez- ministre de la Justice mais et toujours c'est- ministre de la mais Justice. ce que je C'est veux une dire- ancienne magistrate. mais Je ne Oui. suis pas sûr Voilà. Non, que non, ça mais- donnait des résultats non, mais c'est extraordinaires. même pas ça, c'est que là, c'est même pas ça, c'est que M. Gégaud ne connaît pas la population, connaît pas cette population. Et voyez-vous, M. Gégaud n'est pas le seul. J'étais un jour dans le bureau de M. Christian Paul lorsqu'il était ministre, et je lui ai Faut rappeler que c'était un ministre, c'est au moment d'un gouvernement socialiste, hein. d'accord. Et je lui ai posé la question. Je lui avais dit à l'époque, mais Monsieur Gégaud, Monsieur Paul, qu'est-ce que vous voyez comme destinée à ce peuple? Il m'avait répondu la loi d'orientation, la loi programme, je sais pas laquelle, etc. Je lui avais dit, mais attendez, j'ai mes deux patrons, le professeur Camille Berchel et Guy Méraud, qui avant leur mort étaient totalement découragés de la Guadeloupe. D'ailleurs, qui sont morts dans des conditions très pénibles. À cela, il m'a dit, il faut bien faire quelque chose. Et là, nous avons un problème. Il y a un Vous croyez pas déséquilibre que votre politique. problème, c'est Alors, de parler de peuple? Pardonnez-moi de vous Non mais, reprendre là-dessus. monsieur Zemmour,
À la limite. Mais ça me choque à chaque fois que vous dites. On va laisser. Non, mais je comprends. C'est Non, mais pas je comprends. agressif, hein, mais... Mais bien sûr, je Serge comprends. Romana va terminer. Je comprends. Mais tout est une question de choix à un moment particulier. C'est-à-dire, lorsque je le répète chaque fois, lorsque moi je suis petit, j'étais en Guadeloupe, pour moi, tous ceux qui étaient blancs étaient étrangers. C'est fou, ça. Mais oui, vous savez pourquoi? Non. Parce que les gens qui nous arrêtaient dans les voitures, etc., c'était des blancs. Vous voulez dire les flics? Les flics, c'était des blancs. C'est-à-dire, c'était les personnes. C'est pour ça que je dis que la lecture des Guadeloupéens porte à voir. Voilà. C'était des étrangers. Je l'ai répété sur un plateau lorsque je suis arrivé en France. Ce qui m'a frappé, c'est que les gens s'embrassaient dans la rue et les gens aimaient les chiens. Je comprenais pas ça. Pour moi, je le dis franchement, lorsque je suis arrivé ici, vous étiez des étrangers. Et vous voyez-vous, le travail que l'on fait aujourd'hui. Hein. Non, mais vous savez pourquoi? Non, mais je plaisante pas. Hein. Non, mais vous savez pourquoi? Non, c'est très important. Nous, en France, et ça peut être une différence avec ce qui se passe en Guadeloupe, nous avons fait un choix identitaire. Nous nous sommes dit, nous sommes des Français, descendants d'esclaves. Parce que ça nous permet d'expliquer au gouvernement quelles sont les mesures à prendre pour notre société. Et nous avons donc fait un choix politique qui est en France de nous insérer au sein de la République française. Mais vous voyez, c'est la discussion qu'on a eue la semaine dernière. mais vous voyez, c'est l'assimilation républicaine. Mais vous voyez, ça veut dire que la République en tant qu'elle-même doit aussi admettre qu'il y a des Français qui ont des identités différentes. C'est là notre désaccord de fond. Mais peut-être, mais c'est un vrai sujet. C'est le sujet. On va continuer un petit peu parce que, comme on voulait tous tout à l'heure, on en a pas ensemble parlé un peu d'Omar El-Béchir et du tribunal pénal international, je voudrais poser une dernière question. C'est Christiane Taubira qui a déclaré, je vais la citer, hein, « Si les acteurs de la société civile ne squattent pas les États généraux de l'outre-mer, on assistera à la récupération du mouvement par les élus et les pouvoirs économiques organisés. » Claude Issiard, vous partagez ce point de vue? Puisqu'on sait que les États généraux d'outre-mer, qui maintenant vont être présidés par un préfet d'origine guadeloupéenne, je crois, Richard Samuel, vont avoir lieu dans peu de temps, voulus par Nicolas Sarkozy. Ce danger, il existe? Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de la classe politique. Serge Romana a eu des mots durs. Oui, on en a parlé. Nadir Djenad aussi. Oui, on en a parlé un peu rapidement et pour faire suite justement à ce que disaient Nadir et Serge. Et puis Victor Allurel l'a déclaré. Il a dit les Guadeloupéens ont obtenu ce que nous avions demandé, demandons depuis longtemps, et nous n'avions jamais pu obtenir tout cela. Tout simplement parce que ce sont des gens qui appartiennent, je vais employer le terme caste à dessein, appartiennent à une caste de gens qui se sont souvent fourvoyés, ces hommes politiques-là. Ils n'ont jamais entendu. Vous mélangez la gauche et la droite. La gauche et la droite, ce sont des gens qui sont souvent des hommes et des femmes d'appareils, avec les lourdeurs des appareils, qui comprennent pas tout. Ils ont leur petit paquet, les hommes politiques. Non, mais très clairement, avec des attitudes timorées à la fois vis-à-vis de leur parti et vis-à-vis des gouvernements successifs. Et ce qui va se passer. Mais même un homme comme Alfred Marie-Jeanne, vous le mettez là-dedans aussi. Je n'ai aucune amitié particulière pour Alfred Marie-Jeanne. Ses positions politiques étaient un petit peu, différentes des autres, non? J'ai l'impression que gauche-droite, mime, pas mime, indépendantiste, ça peut expliquer qu'il soit devenu. Vous mettez tout le monde au même. Ça peut expliquer justement qu'il soit devenu président du Conseil régional de la Martinique. Bon, d'accord, probablement. Et puis à certains. Non, mais Et puis à certains, je veux bien accorder le crédit d'eux. Mais simplement aujourd'hui, on est en face d'une caste de gens, d'une classe politique antillaise, Guadeloupe, Martinique confondue, et on pourra aller en Guyane et à l'île de la Réunion. Il faut des nouvelles élections. Définitivement. Faire, et à la prochaine échéance électorale, vous pensez que ça va en grande changer, partie, ces gens-là perdront leur fauteuil. Bon, on verra si vous avez raison. On vous invitera pour en parler. Je vais vous dire Serge vite et ensuite Nadir Djenad. Je vais dire deux choses. On a les politiques que l'on mérite. C'est une vérité. Hein. C'est pas gentil non plus pour les gens. Hein. C'est vrai qu'ils ont été élus après. Je m'explique. Non, mais je voudrais m'expliquer. Ils ont été élus. Hein. Non, mais je voudrais m'expliquer. Je voudrais m'expliquer sur cette question. On a les politiques que l'on mérite. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, ça va un peu choquer M. Zemmour, ce peuple qui sort de l'esclavage. C'est quand même l'esclavage plus de la moitié de temps. C'est 228 ans sur 375 ans. D'un autre côté, quand Éric Zemmour vous dit que ça fait 150 ans, ça veut dire qu'il n'y a plus de gens qui soient là. Non, mais j'ai pas. Vous savez, j'ai découvert l'année dernière l'origine de mon nom. Il a été donné à l'esclavage, numéro de matricule, enfin je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Bref, vous avez eu donc ces 225 années d'esclavage, puis un siècle de colonisation claire. Vous avez ce peuple qui émerge de là.
Vous croyez qu'il va inventer des théories? Qu'est-ce qu'il va élire? Des gens issus de lui-même, avec son niveau de conscience politique, son niveau de conscience de compréhension. Je n'accuse pas. C'est en cela que vous dites que les élus je n'accuse sont pas les élus. par les, je vais vous quoi. expliquer quelque chose. Vous voyez, Madame Carabin, par exemple. Monsieur Lurel. Madame Carabin, je prends son cas parce que Madame Carabin, elle est maire du Moule. Elle est maire du Moule, elle est UMP, elle est maire du Moule. Et Victor Lurel. Victor Lurel, il a été maire des Habitants, il est président aujourd'hui du Conseil régional. Et il est socialiste. Socialiste, il a été responsable du Parti socialiste pour les questions des DOM. Ces deux personnes, elles font ce qu'elles peuvent, du mieux qu'elles peuvent le faire. Mais Madame Carabin, par exemple, lorsqu'on a eu cette histoire du 23 mai, ce combat, eh bien, lorsqu'on a été la voir, on lui a expliqué. Madame Carabin est quelqu'un c'est une ancienne travailleuse sociale. Elle a compris le truc. Tout de suite, elle a dit ça vient de mon peuple. Elle a défendu ça. Là. Je pense que, et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas les élus, c'est aussi les intellectuels. C'est-à-dire comment faire émerger véritablement. Vous pensez qu'il y a une lourde responsabilité de ceux qui sont censés penser. C'est un groupe humain et c'est ce qui est important dans ce mouvement. C'est une société civile, intellectuelle, pas intellectuelle, élue, etc., qui prennent conscience d'une situation. Et ils ne seront plus comme avant. Il y a aujourd'hui des gens qui écrivent, qui cherchent des solutions. Et c'est ce qui est important dans ce mouvement. C'est ce qui est nouveau dans ce mouvement. Et c'est en ce sens, et c'est dans ce sens qu'il est révolutionnaire. Oui, mais et c'est dans ce sens qu'il est révolutionnaire. N'a pas les dirigeants qu'il mérite. Là, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Serge. Nadir, et on termine là-dessus. Il nous reste 10 minutes d'émission pour aborder le dernier thème. Deux petites choses. Je constate que dans tous les mouvements, enfin, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique et même la Réunion, ce sont des collectifs de syndicats, d'associations et de partis politiques la société civile, qui se mobilisent. Donc c'est vraiment qu'il y a vraiment une recherche d'une nouvelle offre politique. Et deuxième chose, vous avez parlé du nouveau préfet qui sera chargé de piloter les États généraux de l'outre-mer. Vous parliez d'élus qui n'ont pas d'expérience. Richard Samuel, lui, a une expérience de l'outre-mer. Une expérience de théorie. De théorie. De ce que c'est. Je suis pas sûr qu'il en est. Ouais. Alors là, on verra. On va laisser finir. Nadir, c'est fini. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes plus optimiste quand même, un petit peu plus optimiste parce qu'il a quand même été nommé en raison de cette expérience. Il connaît peut-être un peu mieux l'outre-mer que les autres. Oui, parce qu'il est doué. On verra bien. On verra. Et ça nous donnera l'occasion. Ni les origines qui Claudie, ça nous donnera l'occasion de revenir sur la situation. Déjà, nous savons que la Réunion devrait être en grève de nouveau mardi prochain, sauf si les négociations aboutissent. Dernière nouvelle, le préfet avait décidé de négocier 24 heures sur 24 d'ici mardi. On verra bien et on aura peut-être l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Bon, on avait tous d'un commun accord décidé, il nous reste quelques minutes pour parler de ce qui se passe avec le tribunal pénal international qui vient de lancer un mandat d'arrêt contre un président en exercice. Il s'agit d'Omar el-Bashir, président du Soudan. C'est la première fois. Souvenez-vous, Omar el-Bashir, c'est le président d'un pays qui fait la guerre au Darfour, 300 000 morts présumés et plusieurs millions de réfugiés. Mais évidemment, personne ne va pour l'instant arrêter Omar el-Bashir. Alors, Éric Zemmour, ce mandat d'arrêt est une première. Est-ce que son caractère symbolique le justifie à lui seul ? Puisqu'on sait bien que ça va pas être suivi tout de suite d'une arrestation. C'est-à-dire que moi, je suis très gêné vis-à-vis de cette histoire parce que je suis, par principe, hostile à la justice internationale. Je pense que l'humanité a tout intérêt à continuer à s'organiser selon la souveraineté des États. Je pense que c'est une erreur. C'est une discussion, j'admets tout à fait la discussion. Mais on est là pour ça. Voilà, allez-y. mais je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Je pense que c'est une erreur. Je pense que, si vous voulez, je fais un tout petit point d'histoire. Les États souverains, ils naissent quand ? Ils naissent avec le traité de Westphalie en 1648. Et pourquoi on invente ça ? L'idée d'un État souverain moderne, parce qu'il y avait déjà des États souverains avant. Sûr. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi on sort là ? C'est parce qu'on sort de un siècle de guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe. C'est-à-dire que on se bat au nom de la morale, du droit, de la religion, de celui qui a plus la morale que l'autre, etc. Et pour sortir de ça, on invente les États-nations modernes, c'est-à-dire la réelle politique, comme on dit avec mépris aujourd'hui. Moi, je le prends jamais avec mépris. Je pense que c'est bien la réelle politique. Et en quoi la justice internationale, ça vous gêne ? Je vais vous dire. Parce qu'il nous reste peu de temps, donc c'est très vite. C'est le retour de la morale dans les relations internationales. Voilà. La seule justification d'une justice internationale, c'est la morale. C'est ce que vous faites, c'est pas bien, mon garçon. Voilà. Et donc, ça veut dire que il y aura
la justice pour les forts, et c'est la fable de La Fontaine, et la justice pour les puissants, et la justice pour les faibles. Oui, la conséquence là, de ça, lui, c'est que... c'est un criminel, c'est évident. Ça fait longtemps que c'est un criminel. Il a tué d'abord les chrétiens et puis après il s'en est pris au Darfouri. C'est un criminel avéré. Bon, mais il y en a des dizaines de criminels. Je veux dire, on pourrait parler de Robert on est bien Mugabe, d'accord. Poutine en Tchétchénie, je veux dire Bush en Afghanistan. et en Irak. Moi, je me souviens quand j'étais jeune du coup d'État du Chili organisé par la CIA et par Kissinger. C'est sans fin cette histoire. La vérité, c'est que c'est sans fin. Les États, comme disait le général de Gaulle, n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. C'est triste. On peut, mais je pense que la morale n'a rien à y voir là-dedans. Voilà, vous avez compris première mon point de vue. conséquence. Donc, je finis. Ça va être pris, et on retrouve d'ailleurs notre discussion de tout à l'heure sur la concurrence victimaire. Ça va être pris. Oui, on s'en prend à lui parce que c'est un Africain, parce que c'est un faible et qu'il ne peut pas résister. Comme d'ailleurs on s'en était pris à Milosevic, le Serbe, parce qu'il se faisait bombarder tous les jours par l'aviation américaine. C'est la même chose. Alors, Claude Issiard, moi, une question tout de suite. Pour l'instant, la seule conséquence, enfin les deux seules conséquences de ce mandat d'arrêt, c'est d'une part l'expulsion par Béchir de l'ensemble des organisations humanitaires qui étaient présentes sur le terrain. Et c'est d'autre part, et peut-être c'est aussi très important de le noter, de nombreux pays, dont l'Égypte, qui sont plus qu'embarrassés, qui protestent, et qui, pour rebondir sur ce que dit Éric Zemmour, disent en filigrane, pourquoi lui ? Pourquoi lui et pas les autres On pourrait et aussi faire un retour dans l'histoire, dans notre histoire récente. Par exemple, quelqu'un comme Melaine Begin, qui fut Premier ministre israélien de 77 à 83. C'est pas lui qui a déclaré. Non, attendez. Les massacres de Sabra et Shatila. Alors lui, c'est pas l'armée israélienne qui a massacré Sabra et Shatila. Ah non, attendez. Pourquoi est-ce que le tribunal pénal international fait ça ? Voilà, c'est ça la question. Mais parce que tout simplement. Alors Eric, moi je suis entièrement d'accord avec lui. C'est la justice internationale, c'est la justice pour faire court, c'est la justice des forts sur les faibles. Mais vous savez, toutes ces règles. La justice des vainqueurs sur les vaincus. Des vainqueurs, pardon, sur les vaincus. Et c'est, vous savez, toutes ces règles internationales. Cette communauté, comment dites-vous ? Internationale. Non, moi je. Attends. On va laisser. C'est ma vieille querelle. Laissez mon effet. Vous dites communauté internationale qui pour moi n'existe pas. Moi non plus. C'est la communauté occidentale qui donc a toutes sortes de mécanismes. Même pas. Non, si, très clairement, ou alors de quelques pays occidentaux. On va laisser terminer. De l'impérium américain, c'est tout. Eric. Pardon. Également. Claude Issiard s'exprimer. Sauf que pour le TPI, il n'y a pas eu de ratification de la part des États-Unis. Ils sont exactement ni la CPI. Voilà. Ce qui fait qu'on ne peut pas traduire un Américain devant le tribunal international. On est là face à des mécanismes. Qui permettent à l'Occident d'asseoir encore un petit peu plus son pouvoir sur les pays. C'est peut-être schématique sur les pays dits du tiers-monde. Et d'ailleurs, la question, c'est pourquoi ces pays-là continuent à ratifier des actes de naissance qui, demain, ouvrent la porte à ce droit d'ingérence cher à notre Bernard Kouchner. Et c'est la pire des choses. C'est l'Occident qui pense avoir cette moralité, justement. Nous savons où est le bien et où est le mal. Bon, alors, moi, je voudrais, Nadir Djenad, là. Alors, oui, alors, juste pour Omar el-Béchir, juste dire que oui, évidemment qu'Omar el-Béchir est responsable. Peut-être qu'il est même bien plus que cela, pas simplement parce qu'il a laissé faire ou qu'il a monté les uns contre les autres. Dire que c'est un il est certainement responsable, garçon, mais il ne peut pas être traduit devant un tribunal international si d'autres ne le sont pas. Voilà, il ne peut pas être clairement. Alors, on sent un raidissement dans le monde musulman, notamment en Égypte. Pas que musulman. Nadir. Pas que musulman. En Afrique, par exemple, le président sénégalais Abdoulaye Wade disait cette semaine, alors que le Sénégal a ratifié les statuts de la Cour pénale internationale, que on a l'impression que cette Cour ne jugeait que des Africains. Mais c'est pas jugé Milosevic, pardonnez-moi. Oui, mais alors justement, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est au cœur de l'Europe. C'est au cœur de l'Europe. On a la Seconde Guerre mondiale a laissé de telles traces qu'on ne peut pas laisser. C'est quand même le dire. C'est justement l'exception qui confirme la règle. Milosevic, c'est ce qu'aurait dit Dominique Volton, qui, je crois, nous manque un peu aujourd'hui là-dessus. Milosevic a été condamné par le tribunal pénal international en 1999. 2 ans après, il est renversé. Et après, il est transféré à la Haye, arrêté, transféré à la Haye en 1900. Mais il n'était plus président. Mais d'accord. Voilà, président de l'exercice. Il n'était plus président. Mais concernant le monde musulman et l'Afrique, subtilement, le président Omar el-Béchir
trouve là l'occasion un petit peu de jouer le Nord contre le Sud. Absolument. Et il serait bien que les autres pays, notamment, ne tombent pas dans le panneau. Il a employé des mots qui résonnent et qui rencontrent un écho auprès des populations africaines et arabes également. Il a fustigé le néocolonialisme. Il dit qu'il ne fallait pas s'agenouiller devant le colonialisme. Et ce sont des mots qui, effectivement, qui font mouche. D'autre part, Omar el-Béchir est soutenu aussi, d'une part, par sa population. On a vu des milliers de manifestants soudanais défiler dès l'annonce de l'inculpation, mais aussi il est soutenu sur le plan international par des pays comme la Chine. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui Omar el-Béchir à la fois est soutenu à la fois par son peuple, mais aussi par une partie de la communauté internationale. Serge Romana, un petit mot. Il nous reste 2 minutes d'émission. D'autant plus que je connais pas le dossier. Mais enfin, c'est normal qu'il soit soutenu par la Chine. Oui. D'accord. Parce que la Chine. Attendez, il y a des téléspectateurs qui nous écoutent. On ne fait pas semblant d'être entre nous là. Bien sûr, c'est pour ça que c'est normal qu'il soit soutenu par la Chine, parce que la Chine a une politique extrêmement agressive sur le plan économique, soit en direction du Nigeria, en direction de l'Afrique du Sud, de tous les pays d'Afrique. Et donc, en fait, il y a peut-être une guerre économique entre la Chine, les États-Unis et la France qui se déroule actuellement au Darfour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, quand même, puisqu'on parlait d'esclavage, n'oublions pas qu'il y a de l'esclavage au Soudan. Bien sûr. Et que vous avez justement quelque chose qui est quand même, on va dire, un petit peu caché, qui est la question de l'esclavage, de la traite du monde arabe par rapport à les populations chrétiennes du sud du Soudan. Et tout ça, les alliances politiques qui peuvent se jouer là-dedans, vous avez donc des questions politiques ou d'autres questions liées à cette traite et cet esclavage. Il y a toujours une histoire derrière l'histoire. D'accord. C'est des choses qui sont, donc, que je ne maîtrise pas, mais je faudrait prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte. Et la dernière question que je voudrais vous poser, parce que moi je suis moins. Que pense Barack Obama de cette question? Pour l'instant, on ne sait pas. Je prends mon portable. Claude Issiard prend son portable, mais on aura le résultat la semaine prochaine parce qu'on est à la fin de l'émission. Pour juste faire suite à tout ce que l'on disait sur le TPI, juste rappeler, vous savez qui aime bien, châtie bien, et mon pays, la France, a été acteur ou a perpétré des crimes. Rappelons ce qui s'est passé durant ce que l'on appelait les événements d'Algérie, la guerre d'Algérie, ce que l'on a fait subir au peuple algérien, et rappelons aussi qu'à la fin des années 60, jusqu'au milieu des années 70, eh bien, la France a aidé un certain Ahidjo à massacrer des populations camerounaises réunies au sein d'un parti, le premier président du Cameroun indépendant, réunis au sein d'un parti qui s'appelait l'UPC, l'Union des populations camerounaises. Et ces gens ont été massacrés par les parachutistes français, véritable crime. On parle de plus de 400 000 morts, dont beaucoup étaient appartenant au peuple Bamileke. Oui, qui vivent encore à l'ouest. Et la France a perpétré très clairement un crime. On est allé jusqu'à gazer ces gens-là. Donc ça, si vous voulez. Alors, moi, il y a une seule chose qui m'inquiète. Oui, la morale, on commence à mettre la morale dans les relations internationales. Alors, attendez, Eric, il nous reste très très peu de temps. Moi, je voudrais finir par Nadir, puisque c'est lui qui a commencé, on bouclera la boucle, et poser une question. Bon, très bien, tout le monde semble d'accord autour de cette table que le tribunal pénal international, c'est pas la solution. Mais alors, il y en a une solution? C'est un peu ça ma question, parce que là on est en train de désespérer les gens, parce que si des gens comme El-Béchir ne peuvent pas être jugés, si on ne peut pas les empêcher ou... Pardon ? Il y a déjà l'Union africaine. Il y a déjà l'Union africaine qui pourrait agir. Il y a des instances continentales qui peuvent aider à la résolution des conflits. Donc l'Union africaine existe. Et juste une dernière chose, moi je suis pas trop d'accord à ce qui a été dit concernant la religion, parce que on a l'habitude d'entendre quand on parle de conflit en Afrique de dire que c'est une question religieuse ou c'est une question ethnique. Et que c'est une question ethnique. Par exemple pour le cas de la Guinée-Bissau, on a dit que voilà il y avait, enfin c'est pas vraiment un coup d'État, je dirais plutôt une vengeance entre le président et le chef d'État-major, parce qu'ils étaient issus de deux ethnies différentes et rivales. Donc il faut sortir un petit peu de cette vision de l'Afrique. Il faut sortir de cette grille de lecture. Voilà, c'est plus une question de business. C'est le business en Guinée-Bissau, c'est une plaque tournante de la drogue. Pour dire les choses. Bon, attendez, parce que là, il nous reste, on a déjà dépassé l'esclavage des Noirs. Animistes et des chrétiens par les Arabes depuis des siècles. Non, mais attendez, Claudie, nous avons dépassé notre accord. Et bientôt, il va y avoir le générique sur votre visage. Éric Zemmour, je suis désolé. Ça se finit un peu confusément, mais c'est parce que c'est passionnant et passionné.